Ah, les marchés publics, on a tout de suite l'image d'un truc un peu lourd, bureaucratique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est en fait un domaine qui est en pleine révolution. On va voir ensemble comment un processus qu'on imaginait super rigide est devenu un levier d'innovation incroyable. Et tout ça, ça part d'une question. Une question toute simple, mais qui en réalité a absolument tout changé. Voilà la question. Comment est-ce qu'on achète quelque chose qui n'existe pas encore? Ça ressemble à une énigme, mais c'est en fait le défi central qui a forcé les acheteurs publics à tout repenser, à changer complètement leur manière de voir les choses. Et ce changement, le voici résumé de manière très simple. Avant, on était dans l'ancienne méthode très directive, achetez-moi ce produit spécifique. Point. Aujourd'hui, la nouvelle vision, c'est résolvez-moi ce problème spécifique. C'est une nuance qui change tout. On n'achète plus un moyen, on achète un résultat. Et c'est vraiment le cœur de toute la révolution qu'on va décortiquer. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, tout est parti d'une règle. Une règle toute simple, ancrée dans le droit, mais avec une puissance assez phénoménale. Et cette règle, elle tient en deux mots, juste deux, ou équivalent. Ça peut paraître anodin, mais ces deux mots, imposés par des accords internationaux comme ceux de l'OMC et par les directives européennes, ils changent complètement la donne. Ils interdisent à un acheteur public d'exiger une marque, un brevet unique. Non, la porte doit rester ouverte. Et ça ouvre le jeu à la concurrence et à toutes les solutions imaginables. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie, c'est du concret. Prenez cet arrêt tout récent de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans l'affaire Duaika Plastics, la Cour a été très claire. Un acheteur ne peut pas imposer un type de plastique spécifique sans ajouter cette fameuse mention ou équivalent. C'est la preuve que ce principe est bien vivant, qu'il est défendu et qu'il protège l'égalité d'accès pour tout le monde. Bon, avoir une règle, c'est une chose. Mais pour qu'elle soit vraiment utile, il faut une méthode pour l'appliquer. C'est comme ça qu'on est passé de cette simple règle à une vraie méthodologie bien structurée. Et cette méthode, c'est l'analyse fonctionnelle. C'est même encadré par des normes comme la norme NF en 16271. Le principe est simple. Au lieu de décrire la solution technique qu'on veut, on va décrire les fonctions que le produit ou le service doit accomplir. En gros, on ne dit plus ce que c'est, on dit ce que ça doit faire. C'est un changement de perspective total. Et pour y arriver, il y a des outils, comme celui-ci, qu'on appelle la bête à cornes à cause de sa forme, vous imaginez bien. C'est un outil qui force à se poser trois questions fondamentales. 1. À qui ça rend service? 2. Sur quoi ça agit? Et 3. La plus importante, dans quel but? C'est une manière très efficace de revenir à l'essence, au cœur du besoin. D'accord, on a la règle, on a la méthode. Mais concrètement, sur le terrain, pourquoi est-ce que ça change absolument tout? Parce que les bénéfices, eux, sont bien réels. Le premier impact, et pas des moindres, il est financier. C'est même assez spectaculaire. En se concentrant uniquement sur ce qui est essentiel, sur les fonctions dont on a vraiment besoin, on peut faire des économies de l'ordre de 20 à 30%. C'est juste colossal. On arrête de surpayer pour des options ou des spécificités inutiles. Mais l'argent, ce n'est pas tout. Cette approche, elle ouvre grand la porte à l'innovation. On laisse la chance aux fournisseurs de nous surprendre avec des solutions créatives, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et en plus, ça réduit les risques. Pourquoi? Parce que quand le besoin est défini clairement par ses fonctions, tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est un véritable cercle vertueux. L'histoire ne s'arrête pas là. Le processus a continué d'évoluer, en allant puiser son inspiration dans une discipline qui met l'humain au centre de tout. Et là, on parle du design thinking. C'est une approche qui a été popularisée par des institutions comme l'Université de Stanford ou l'agence de design IDEO. Et son apport est crucial. On déplace le focus. La question n'est plus seulement qu'est-ce qu'on achète, mais elle devient pour qui est-ce qu'on achète. L'utilisateur final devient la priorité. Le processus est très structuré en 5 étapes. D'abord, l'empathie. On cherche à comprendre en profondeur les utilisateurs. Ensuite, on définit leurs vrais problèmes. Puis, on se lâche. C'est la phase d'idéation où on imagine un maximum de solutions. Après, on passe au concret avec le prototypage et enfin, la phase de test où on valide les prototypes avec les utilisateurs. C'est une boucle d'amélioration permanente, toujours centrée sur l'humain. Et on arrive à l'évolution peut-être la plus surprenante de toutes. On a commencé à s'intéresser au cerveau de la personne qui prend la décision grâce aux sciences cognitives. Grâce aux travaux de chercheurs comme le prix Nobel Daniel Kahneman, on sait que notre cerveau a 2 modes de fonctionnement. Le système 1, c'est notre pilote automatique, rapide, intuitif, émotionnel. Le système 2, c'est le mode manuel, lent, analytique, réfléchi. Le truc, c'est que les acheteurs publics, comme tout le monde, sont sujets au biais cognitif du système 1. La peur du risque, la préférence pour ce qu'on connaît déjà. Le simple fait d'en avoir conscience, c'est déjà un pas de géant pour prendre de meilleures décisions.
Alors, un exemple pour rendre ça très concret et un peu radical, imaginez comment recruter les personnes les plus compétentes sans même regarder un seul CV. C'est une question qui décoiffe, et pourtant c'est précisément ce qu'a fait la ville de Paris. Pour un marché de recrutement, le besoin fonctionnel était simple: trouver des gens avec les bonnes aptitudes. La solution proposée a été incroyable: des jeux basés sur les neurosciences pour évaluer les compétences directement, sans passer par le filtre du diplôme ou de l'expérience sur un CV. Et les résultats ont été bluffants. Ça a permis d'identifier les compétences clés de manière beaucoup plus fine, d'ouvrir le recrutement à des profils beaucoup plus diversifiés et, au final, de recruter des gens plus performants pour le poste. C'était une innovation tellement forte qu'elle était même encore rare dans le secteur privé à l'époque. Bon, maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Tous ces concepts, ils ne s'opposent pas, au contraire. Ils s'emboîtent pour créer une vision beaucoup plus intelligente de la dépense publique. On peut imaginer tout ce cheminement comme une pyramide. À la base, on a le socle, la loi, les règles, qui garantissent l'équité et la concurrence. Juste au-dessus, on a la méthode, l'analyse fonctionnelle, qui amène de la clarté et de l'efficacité. Et tout en haut, au sommet, on a l'innovation centrée sur l'humain, avec des outils comme le design thinking et les neurosciences pour trouver les solutions les plus justes et les plus pertinentes. La conclusion, c'est que la transformation est profonde. L'acheteur public n'est plus simplement un administrateur qui coche des cases et applique des règles. Il devient un véritable facilitateur stratégique d'innovation. Son rôle est de transformer un besoin en une occasion de créer des solutions nouvelles, performantes et utiles. Alors, maintenant qu'on dispose de cette boîte à outils qui permet de transformer les problèmes en véritables opportunités, quel serait le premier grand défi public auquel il faudrait s'attaquer ? La question reste ouverte.